Bonjour, alors pour introduire la section 4.7 sur l'effet Doppler lumineux, je vous pose la question suivante. Comment fait-on pour mesurer à distance la vitesse d'un véhicule avec un radar? Alors d'abord, je vous demande, est-ce que vous vous souvenez de l'effet Doppler sonore? Rappelez-vous cette notion-là? Lorsqu'on avait un émetteur qui s'approche du récepteur, on entend un son qui est différent du son qui est réellement produit par l'émetteur. Donc par exemple, le fameux, on imagine par exemple la Formule 1 qui s'approche de nous à très grande vitesse, ça va faire ça, c'est l'effet Doppler sonore. Donc pendant que la source s'approche de nous, on entend une fréquence plus élevée, les fronts d'onde sont plus rapprochés, la longueur d'onde est plus petite, on entend une fréquence plus élevé, un son plus aigu. Et à l'inverse, si l'émetteur s'éloigne du récepteur, donc par exemple la Formule 1 s'éloigne de nous, alors là, les fronts d'onde sont plus éloignés les uns des autres, ce qui veut dire une plus grande longueur d'onde, ce qui veut dire une plus basse fréquence. Donc on entend un son plus grave. Ça, c'était pour le son. Maintenant, une chose que vous devriez avoir, je pense, remarqué depuis le début du cours, c'est que les choses qui s'appliquent pour le son s'appliquent aussi souvent pour la lumière. Parce que dans le fond, ce sont des phénomènes qui n'ont pas nécessairement qui sont pas juste liés au son, mais qui sont liés aux ondes de manière générale. Donc, par exemple, on peut faire de la diffraction de la lumière à travers une fente, mais on peut aussi faire la diffraction du son à travers un corps de porte, par exemple. On peut faire de l'interférence entre deux sources de lumière avec l'expérience de Young, puis observer une figure d'interférence, mais on peut aussi faire de l'interférence entre le son de deux haut-parleurs qui jouent simultanément la même fréquence. On peut aussi, par exemple, faire de l'interférence avec les ondes sur une corde. On envoie une onde sur une corde, on envoie une autre onde de l'autre côté de la corde. Quand ils arrivent un sur l'autre, ils vont interférer. Fait que ces notions-là qu'on voit, les notions, par exemple, de diffraction, d'interférence, puis dans ce cas-ci, l'effet Doppler, c'est pas des phénomènes qui sont uniques au son ou aux ondes sur l'eau ou aux ondes sur les cordes. C'est des phénomènes généraux qui s'appliquent pour les ondes en général. Donc ici, on va voir que l'effet Doppler s'applique effectivement aussi pour la lumière. Puis ici, quand on va parler de la lumière, on parle du spectre électromagnétique. Donc c'est pas juste pour la lumière visible, c'est aussi pour les ondes radio, par exemple, ou en fait tous les autres types d'ondes électromagnétiques qui existent. Alors, pour voir comment calculer la fréquence qui va être perçue par le récepteur, on va s'imaginer la situation suivante. On a l'émetteur qui est représenté par l'hexagone jaune. Alors lui, il émet une onde électromagnétique, par exemple de la lumière. Et ici, on a le récepteur ou la réceptrice qui va capter cette lumière-là ou voir la lumière. Ici, le récepteur se déplace à la vitesse v. Pour commencer, on va supposer que l'émetteur s'approche du récepteur ou de la réceptrice. Après ça, on verra le cas inverse. Donc, pour avoir une situation concrète en tête, vous pourriez tout simplement imaginer, par exemple, que l'émetteur, c'est, par exemple, votre ami qui tient une lampe torche, une lampe de poche, là, qui l'éclaire vers vous, puis la personne, elle court vers vous. Okay? Donc, a priori, est-ce que vous pensez que ça va générer un changement de fréquence perçue ou si vous voulez un changement de longueur d'onde perçue? Si c'est le cas, ça voudrait dire que vous verriez donc une couleur différente. Alors, c'est ça ici les implications. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, les variables sont... D'abord, j'ai présenté la formule qu'on avait vue pour l'effet Doppler sonore, à laquelle vous êtes familière. F', c'est la fréquence perçue par le récepteur, et F, c'est ce qu'on appelle la fréquence propre, ou si vous voulez, c'est la fréquence qui est réellement émise par l'émetteur. Autrement dit, si l'émetteur est immobile, la fréquence F, c'est celle que vous allez capter s'il est immobile par rapport à vous. On l'appelle la fréquence propre. La façon la plus simple d'obtenir l'équation pour l'effet Doppler lumineux, c'est justement de partir de l'équation de l'effet Doppler sonore qu'on avait déjà démontré et l'adapter pour la lumière. Donc d'abord, la vitesse du son va être remplacée par la vitesse de la lumière. Là, on va assumer qu'on est dans le vide ou dans l'air. Donc on va utiliser la vitesse C pour la vitesse de la lumière. Donc Vs est remplacé par C au numérateur et au dénominateur. Alors, pour faire simple ici, on va supposer que le récepteur ou la réceptrice est au repos, c'est-à-dire VR égale 0. Donc, le VR ici va simplement disparaître de mon équation, dans mon équation adaptée pour la lumière. Ensuite, là, pour cette démonstration, on va considérer que l'émetteur s'approche du récepteur. Un peu comme la Formule 1, quand elle s'approche de nous. Donc, quand elle s'approche, c'est donc un son plus aigu, c'est-à-dire une fréquence perçue plus élevée que la fréquence émise. Donc, pour que la fréquence perçue soit plus grande, il faut que cette fraction-là soit supérieure à 1.
Alors, pour que la fraction soit supérieure à 1, il faut que j'aille chercher le signe négatif au dénominateur. De cette manière, le numérateur, qui est C, va être supérieur au dénominateur, qui va être C moins V. Donc, ma fraction est supérieure à 1. Donc, ma fréquence F' est supérieure à ma fréquence émise F, ce qui est le cas ici. Et maintenant, c'est dans cette étape-ci que va apparaître l'effet relativiste, l'effet de dilatation du temps. Donc ici, F, ça représente la fréquence propre de l'émetteur. Donc la fréquence que quelqu'un percevrait s'il était au repos par rapport à l'émetteur. Or, ici, on va supposer que l'émetteur se déplace à une vitesse extrêmement grande et donc, il va avoir un effet de dilatation du temps qui va se produire. Donc, ce qui va arriver, c'est que selon le récepteur ou la réceptrice, le rythme d'écoulement du temps de l'émetteur est ralenti. Et ralenti par un facteur gamma, qui est, comme d'habitude, le facteur de dilatation du temps, le facteur de Lorentz. C'est un peu comme on avait parlé des astronautes là, qui peuvent subir un peu de dilatation du temps. C'est microscopique, là, mais quand même. Nous, sur Terre, on le voit aller à très grande vitesse. On a l'impression que son rythme de temps est ralenti par rapport à notre propre référentiel terrestre. Donc, concrètement, ça fait en sorte que lorsque l'astronaute va revenir sur Terre, il va être comme légèrement plus jeune que s'il n'était pas allé dans l'espace. C'est microscopique, c'est des nanosecondes de différence, là, mais ça existe néanmoins. Donc bref, plus que le récepteur perçoit un rythme d'écoulement ralenti dans le référentiel de l'émetteur, il perçoit donc que la fréquence que l'émetteur émet est plus faible. Alors pour vous en convaincre, imaginez que l'émetteur émette un signal comme ceci. Et là, maintenant, imaginez que le récepteur, il perçoit que le temps d'émetteur est ralenti. Donc, le signal qu'il va percevoir, ça va être quelque chose comme... Donc, vu que le temps est comme au ralenti dans sa perception des choses, donc la fréquence qu'il perçoit est plus faible. Donc, il y a moins dans mon exemple, il y a comme moins d'impulsions par seconde. Donc, autrement dit, la fréquence perçue va être divisée par le facteur gamma. Donc, si le rythme d'écoulement du temps, par exemple, a été affecté par un facteur 2, ça voudrait dire qu'il va percevoir, donc au lieu de percevoir ça, il va percevoir une fréquence qui va être elle aussi diminuée par un facteur 2. Donc, autrement dit, la fréquence va devenir F sur gamma. Donc, autrement dit, F, c'est la fréquence propre qui est émise par l'émetteur, c'est-à-dire que c'est la fréquence que l'émetteur lui-même émet directement, ou si vous voulez, si le récepteur est immobile par rapport à l'émetteur, c'est la fréquence qu'il va percevoir. Ça, c'est la fréquence propre F. F sur gamma, c'est la fréquence propre, mais telle que perçue dans le référentiel du récepteur, donc une fréquence qui est ralentie par la dilatation du temps. Puis la fréquence F', c'est la fréquence qu'il va ultimement percevoir en combinant à la fois l'effet de la dilatation du temps et de l'effet Doppler. Donc, ça nous donne cette équation-ci. Et là, à partir de là, c'est des mathématiques. On va utiliser la définition du facteur gamma. Donc, on a vu là, que gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins V sur C au carré, par définition, le facteur de Lorentz. Donc, évidemment, si on fait 1... Là, on a 1 sur gamma, si vous voulez, ici. Donc, 1 sur gamma, donc la fraction ici va s'inverser. Fait que c'est dans le fond, la racine carrée vient au numérateur, autrement dit. Et là, après ça, on peut faire un petit peu de jeu mathématique. Donc, vu qu'on a une soustraction, on va mettre ça sur un dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, ça va être C carré. Donc, ça va devenir C carré moins V carré sur C carré. Parce qu'évidemment, 1, c'est la même chose que C carré sur C carré. Et là, après ça, on a une soustraction de 2 carrés. Fait qu'on peut faire la fameuse mise en évidence. C moins V fois C plus V. Puis, ensuite, on revient avec cette formule-ci, dans le fond. Fait qu'on a la parenthèse, là, C sur C moins V. Puis là, on multiplie par F, puis par 1 sur gamma. Puis là, on vient de dire que 1 sur gamma, c'est la même chose que ça. Fait que dans le fond, ça ici, on remplace ici, puis on a F là, qui vient multiplier aussi. Donc, autrement dit, la parenthèse fois F qui est ici, fois 1 sur gamma qui est tout ça ici. Ensuite, on peut faire des simplifications. C avec C, ça simplifie déjà. Ensuite, le C moins V, on peut l'intégrer à la racine carrée. Donc, autrement dit, on peut dire c'est comme l'équivalent de racine carrée de C moins V au carré. Et là, ça permet de mettre
tout dans la même racine carrée, c'est-à-dire c moins v fois c plus v. Puis au dénominateur, on aurait c moins v au carré. Et là, donc c moins v ici va simplifier avec un des deux c moins v. Fait que là, il reste juste c plus v sur c moins v fois f. Et ça, c'est notre formule finale. Lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur, c'est l'inverse. Donc, on va percevoir une fréquence plus basse. Donc, on va choisir le signe positif au dénominateur. Ensuite, le 1 sur gamma, ça fait la même chose que tout à l'heure. Ça fait ça ici, fois f. Puis ensuite, on fait les simplifications, puis ça va nous amener à ceci. Donc, les signes sont inversés par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que tantôt, on avait plus en haut et moins en bas, tandis que là, on a moins en haut et plus en bas. Donc, autrement dit, la formule générale, c'est celle-ci. Donc, racine carrée de c plus ou moins v sur c moins ou plus v. Vous voyez ici, on a la manière qu'on écrit ça, c'est pour vous dire que, dans le fond, si vous choisissez le plus au numérateur, vous devez absolument choisir le moins au dénominateur. Donc, ça, c'est la situation qu'on avait ici. C'est-à-dire quand l'émetteur s'approche du récepteur. À l'inverse, lorsque l'émetteur s'éloigne du récepteur, vous devez toujours choisir le moins au numérateur et le plus au dénominateur. Donc, les signes sont écrits de manière à vous faire penser là, comment choisir correctement les signes. Autrement dit, contrairement à l'effet Doppler, où est-ce qu'il y avait vraiment 4 possibilités pour les signes, c'est-à-dire que ça pouvait être plus, moins, plus ou moins, il y avait les 4 possibilités. Tandis que pour l'effet Doppler lumineux, il y a vraiment juste 2 possibilités de signes. Soit vous prenez plus en haut, moins en bas, ou soit vous prenez moins en haut et plus en bas. Il y a seulement 2 possibilités. Autrement dit, ça dépend seulement de la vitesse relative entre l'émetteur et le récepteur. Ça ne dépend pas de si un s'approche ou que l'autre s'approche. C'est juste relativement un par rapport à l'autre. Est-ce qu'il s'approche ou est-ce qu'il s'éloigne au final? Donc par exemple, si vous avez le récepteur qui se déplace vers la droite à une vitesse de 0.2 c, et l'émetteur qui se déplace aussi vers la droite à une vitesse de 0.4 c, ben, est-ce que c'est un mouvement d'approche ou un mouvement d'éloignement? Ben, évidemment, l'émetteur va plus vite que le récepteur, donc au final, on a un mouvement d'approche parce que la vitesse ici est plus grande que la vitesse ici. Donc, ça, c'est un mouvement relatif d'approche. Donc, ça correspond à cette situation-là et ça mène à cette formule avec le plus au numérateur, le moins au dénominateur. Inversement, si maintenant le récepteur irait à une vitesse de 0.5 c vers la droite, l'émetteur à une vitesse de 0.1 c vers la droite, ben là, au final, est-ce qu'il s'approche ou il s'éloigne? Ben clairement, il s'éloigne parce que le récepteur va toujours gagner du chemin du terrain par rapport à l'émetteur parce qu'il va plus vite. Elle a une vitesse de 0.5 c au lieu de 0.1 c pour l'émetteur. Donc, ils sont en train de s'éloigner au final, d'un mouvement relatif d'éloignement. Donc, c'est cette forme-là de l'équation qui va convenir. Donc, un moins au numérateur et un plus au dénominateur parce qu'on a une fréquence perçue qui est plus faible que la fréquence propre. En passant, la raison pour laquelle on a cette différence-là entre l'effet Doppler sonore et lumineux, c'est parce que pour l'effet Doppler sonore, il existe un référentiel privilégié ou spécial dans un sens qui est le référentiel de l'air. Donc le module, la vitesse du son est mesuré par rapport à ce référentiel privilégié-là. Toutefois, avec l'effet Doppler lumineux, il n'y a pas de référentiel privilégié, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière, elle peut être mesurée dans n'importe quel référentiel. Comme on l'a dit, c'est le postulat d'Einstein sur lequel toute la relativité est basée. C'est que la vitesse de la lumière, elle ne dépend pas du référentiel dans lequel on la mesure. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de référentiel privilégié et ça mène à cette conséquence que tout ce qui compte, ultimement, c'est est-ce qu'on a un mouvement d'approche entre les deux ou est-ce qu'on a un mouvement d'éloignement entre les deux.